Merci d'écouter Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé. Il est 13h, le journal. Au sommaire, les enseignants tournent encore le dos à l'école. Le SAEMS et le CUSEMS sont en mouvement d'humeur. Une grève pour protester contre le non-respect des accords déjà signés par le gouvernement. Nos reporters ont fait le tour des écoles à Thiès, Dakar et sa banlieue pour voir si le mouvement est suivi. Vous entendrez le reportage dans ce journal. Les femmes souffrent, elles souffrent beaucoup plus de la thyroïde en cause, le stress, les problèmes de ménage ou encore les problèmes familiaux. Le professeur Elhaj Amadou Lamine Bathily nous parle de la thyroïde. Il est l'invité de ce 13h, prétexte la célébration ce 25 mai de la journée mondiale de la thyroïde. Les sports, c'est avec Ndeye Dom Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ndeye Arambay. À la technique, Céline Diop. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Sénégal. Le SAEMS et le CUSEMS en débrayage ce matin. Les enseignants sont remontés contre le gouvernement par rapport au respect des accords signés. À Guédiawaye, les élèves du lycée Seydina Limamoulaye de la ville se disent inquiets. Seydina Aliou Diop s'est rendu dans cet établissement. Il a constaté que le mot d'ordre est bien suivi. Suivons son reportage. Lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, il est 9h moins. On franchit le portail de cet emblématique établissement. Dans la cour, des groupes d'élèves se forment, commentant certainement l'actualité nationale. À cette heure, ils devraient tous être en classe, mais les enseignants ont décidé autrement. Ils les ont libérés sous prétexte d'un débrayage. Demba Mamadou, professeur de mathématiques au lycée, membre du CUSEMS. Voilà, vous pouvez même faire le constat, le mot d'ordre est respecté à 100%, je peux dire, parce qu'il n'y a pas de cours ici. À quelques mois des examens, l'inquiétude se lit sur le visage de Fatou Sall, élève en classe de terminale. Bien sûr qu'on a peur, parce que déjà, quand on revient en arrière, nous les élèves qui sont en terminale en ce moment, c'est nous qui étions la génération Corona en 2020. On a déjà été sacrifiés, notre année a déjà été sacrifiée une fois à cause du Corona. On revient encore en terminale, on est sacrifiés, donc voilà, on avait eu des perturbations en mars, et là on revient à un mois des examens, on a des perturbations, ça va être compliqué, on a peur bien sûr. Cette énième perturbation aura sans doute des conséquences sur le quantum horaire si l'on se fie à Mamadou Demba, professeur de mathématiques. On va vers les examens, alors que le programme n'est pas encore fini correct carrément, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, si ça continue, voilà, ça va vraiment affecter le quantum horaire. Les syndicats d'enseignement SAEMS et CUSEMS justifient son 11e plan d'action pour non-respect du protocole d'accord signé entre le gouvernement au mois de février dernier. RTS Guédiawaye, Seydina Aliou Diop, les enseignants qui veulent donc que le gouvernement respecte les accords déjà signés avec eux. Ici à Dakar, Djamila Sandrine Collier s'est rendue au lycée Kennedy et au lycée Maurice Delafosse. Dans ces établissements, le mouvement de grève des enseignants du SAEMS-CUSEMS a également été bien suivi. Reportage. Nous sommes au lycée mixte Maurice Delafosse. Ici, la cour est vide et bien calme. Au 2e étage, dans une salle de classe, le professeur dispense son cours. Vous pouvez commencer à compléter. Pour le prochain cours, vous avez à télécharger ça sur YouTube. So it is by foreign. Quelques minutes après, il est 9h. Goodbye. La raison de l'arrêt des cours à 9h, le professeur d'anglais, coordonnateur du CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, Abdoulaye Diédhiou, nous explique. Le salaire a été augmenté, mais quand même, comme on s'était dit, vous savez, un accord c'est un accord. Parce que l'État avait décidé de calculer tous ses impôts avant ces augmentations. Donc c'était clair. La direction de la solde avait été très claire. Net d'impôts, cela veut dire que les sommes ne devaient pas être imposées. Et si nous constatons le contraire, c'est désolant. Dans la cour, les élèves commencent à former de petits groupes. Il y avait un débrayage à 9h aujourd'hui. C'est à cause de leur contrat là. Ils n'ont pas pu finaliser leur contrat. Je pense que c'est à cause de cela. On faisait cours. Après, le prof a dit qu'on a débrayage à 9h. Ailleurs, au lycée John Fitzgerald Kennedy, on dirait qu'on est à l'heure de la récréation. Nous sommes en débrayage. Les profs nous ont demandé de sortir à 9h. Aujourd'hui, on n'a pas fait cours parce qu'il y a débrayage aujourd'hui à 9h. On l'a mis dans le groupe de l'école. Dire que le débrayage des enseignants du CUSEMS et du SAEMS est bien effectif. À partir de ce mercredi, ce débrayage sera poursuivi jusqu'au mardi prochain et le samedi, une grève totale est décrétée. Djamila Kolil, à Thiès également, les enseignants du CUSEMS et du SAEMS ont suivi le mot d'ordre de grève.
Ces enseignants vont même plus loin. Ils brandissent une menace sur la tenue des examens. Amadou Bamandoy est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Le voici au micro de Pape Mamadou Ndao. Aujourd'hui, nous, syndicats, nous avons parlé d'accord historique parce que ce qui était retenu, s'il était mis en œuvre, sincèrement, ça aurait été un accord historique. Malheureusement, après avoir consulté nos bulletins de salaire, nous avons vu que sur le plan du système de rémunération, les accords qui étaient signés n'ont pas été réalisés. Ce qui est dommage parce qu'il y avait des minima et des maxima qui étaient fixés. Et ces minima et maxima tourné autour des sommes entre 60 et quelques mille à 200 000 ou plus. Ce qu'on a constaté, c'est que ces gens-là qui étaient dans les minima et les maxima ont reçu moins de la moitié qu'ils devaient recevoir. Aujourd'hui, il fallait marquer le coup, montrer à l'opinion que nous ne sommes pas d'accord. C'est des accords qui sont signés avec la présence des partenaires sociaux. Malheureusement, ces partenaires sociaux ont montré leurs limites. Parce qu'aujourd'hui, il fallait sortir et faire des déclarations, trancher juste, ne pas être dans le flou. Le constat, c'est qu'ils sont dans le flou. Donc, il y a une façon manifeste de cacher la vérité aux populations. Malheureusement, ce sont nos enfants, les élèves qui vont en pâtir. Mais nous allons marquer le coup de la forme la plus juste possible et ne pas aller dans l'excès aussi. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 13h07, vous écoutez Radio Sénégal, nous vous en remercions. Le projet d'aménagement de la zone prioritaire du pôle urbain de Dague-Kholba commence à prendre forme. Les différents acteurs se sont retrouvés à Mbour pour un atelier de partage. Des activités d'information et de communication étaient au menu de la rencontre. L'objectif visé est d'amener les populations concernées à accepter et à s'approprier le projet d'édification de ce pôle urbain. Marie Diagne. Le pôle urbain de Dague-Kholba, l'État a enfin décidé de le valoriser à cheval entre les départements de Mbour et de Rufisque. La zone bénéficie depuis 2014 d'un décret d'utilité publique. Maïssa Mayekor Diouf, directeur général de la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine. Une zone qui est attractive, soit tu l'organises d'emblée, soit tu crées de la surenchère. Et l'État a décidé véritablement d'organiser la zone, mais il faut le rappeler, de maintenir les villages existants. Et mieux, de procéder à la restructuration, d'y mettre de l'eau, de l'électricité et de créer des interconnexions entre les villages pour créer ce qu'on appelle une harmonie territoriale. Pour organiser la zone, il est nécessaire à l'État de promouvoir un dialogue avec les populations locales à la place d'une éternelle spéculation foncière. On ira vers l'acceptation et l'appropriation du projet par les impactés. Abdoulaye Seydou Sow est le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. C'est-à-dire que les populations impactées estiment qu'avant de partir, il faut quand même qu'on les dédommage. L'autre aspect, c'est que aussi les populations attendent de voir quels seront les résultats de ce projet dans leur vie quotidienne. Et ensuite, quelles sont les infrastructures qui seront mises en place pour les accompagner. Mais aussi que certains villages, on avait prévu dans le décret l'extension de certains villages, ils veulent la matérialisation de tout cela. Mais la rencontre nous permettra d'aller en profondeur sur leurs préoccupations. Pour avancer dans le projet, les impactés seront bientôt dédommagés. Ainsi, les nombreuses infrastructures prévues dans le pôle urbain de Dague-Kholba sortiront enfin de terre. Marie Diagne, à Mbour, pour Radio Sénégal. Marie Diagne, nous revenons à Dakar pour parler de ces quartiers flottants. Il y en a beaucoup dans la capitale sénégalaise, même dans les zones dites résidentielles. C'est le cas à Mermoz où s'est déclaré avant-hier un incendie ayant causé la mort d'une femme. Mansour Ba est retourné sur les lieux. Reportage. Difficile de s'imaginer dans Dakar quand on pénètre à l'ancienne piste. Pourtant, nous sommes bien en plein cœur de la capitale, dans le paisible quartier de Mermoz. Pour y accéder, l'une des seules voies est disputée par charrettes, voitures et autres motos dans un vacarme indescriptible. À l'intérieur, restaurateurs, mécaniciens, tauliers cohabitent. Gare aux asthmatiques, la poussière qui y s'élève est dangereuse pour la santé. À quelques mètres, l'odeur de plastique brûlé rappelle l'incendie qui s'est déclaré ici dans la nuit du dimanche à lundi. Bilan: un mort, une femme. Ibou, surnommé chef de quartier, est témoin. Il tient à nous montrer le lieu exact du drame. C'était ici sa chambre. Les sapeurs l'ont trouvée ici. On a pris des zincs pour la couvrir. C'est au petit matin qu'ils l'ont amenée. De loin, des ordures brûlent.
à quelques mètres de campement de fortune pour le peu qui reste du décor. Les occupants sont pour la plupart des étrangers, comme Fatima, guinéenne. On n'a pas où aller, sinon ils n'allaient pas nous trouver ici. Cheikh, automobiliste, est habitué à passer par l'ancienne piste pour aller dans son lieu de travail. Pour lui, ce n'est pas la première fois que l'endroit brûle et la seule solution est le déguerpissement. Ils vont installer là, puis à mesure ça va devenir une cité. D'ici une semaine, ce sera complètement comme avant. Mais il faut les déguerpir. Un déguerpissement que les occupants n'entendent pas de cette oreille. Avec marteaux et pointes, ils ramassent bois et zinc pour refaire un toit. Le cordon de sécurité qui entoure le lieu est souvent même repoussé. Quand je quitte ici, où je vais aller? Je n'ai pas de moyens de maison, grande maison. Tous les bâtiments, si tu es allé demander à l'aide, si ce n'est pas 50 000, c'est 40 000. Tu sais ça, ce n'est pas facile. L'incendie qui s'est déclaré à l'ancienne piste de Mermoz rappelle l'urgence de nettoyer certains quartiers de Dakar pour une plus grande sécurité. Et nous parlons de tout à fait autre chose, mais lié à l'insécurité, et c'est les éleveurs qui en parlent. Ils fustigent le manque d'eau, les vols de bétail dont ils sont victimes. Les éleveurs l'ont dit au ministre de l'Élevage. Ali Saleh Diop promet un accompagnement de l'État pour y remédier. Radio. Ils ont passé en revue l'ensemble des problèmes rencontrés dans leur secteur d'activité, les éleveurs de la capitale du rail. Et c'est au cours d'un forum axé sur l'élevage qu'ils ont listé ces difficultés qui en ont insécurité, manque d'eau, vol de bétail. Ismaïla Sow, président de la Maison des éleveurs du Sénégal. Nous constatons qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la région de Thiès, parce qu'il y a le problème foncier, mais aussi il y a actuellement des problèmes d'alimentation de bétail. Et vous n'oubliez pas que la région de Thiès, c'est une région qui est au banlieue de capitale nationale Dakar. Donc c'est la raison vraiment que l'État doit prêter attention pour aider les éleveurs. Des pistes de solutions sont même mises en branle pour régler ces problèmes, estime le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ali Saleh Diop. La vision du chef d'État pour l'élevage pourrait être articulée autour de 3 points. Il s'agit de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de productivité dans le secteur de l'élevage. Ça passe par une bonne alimentation, mais également par une bonne santé animale. Le deuxième axe va consister à améliorer génétiquement notre bétail de façon à ce qu'on ait beaucoup plus de lait et également beaucoup plus de viande. Mais il s'agit également de faire en sorte que le secteur privé de l'élevage, je veux nommer les éleveurs, puisse être articulé dans des organisations bien huilées, de façon qu'ensemble, on puisse encore plus et mieux porter les résultats pour aller vers des niveaux de production encore beaucoup plus importants. Les acteurs de l'élevage ont tenu à rassurer la tutelle. Ils sont tous mobilisés pour un approvisionnement correct des ménages en moutons de Tabaski. Radio Thiès, Radio Sénégal. Je vous le disais en titre, la journée mondiale de la thyroïde, c'est aujourd'hui. La cérémonie officielle se tient à Rufisque. Le thème, la société sénégalaise face aux pathologies thyroïdiennes. Notre reporter Kodou Diagne est sur place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, mais nous allons retrouver dans ce journal le professeur Babacar qui en parlera. Il est l'invité de ce 13h. Santé toujours, même si jusqu'ici aucun cas de variole du singe n'a été détecté au Sénégal. La maladie a fait sa réapparition dans plusieurs pays. L'Organisation mondiale de la santé alerte et appelle à la vigilance. La variole du singe est une maladie virale qui se manifeste d'abord par la fièvre, des douleurs dorsales, ensuite des lésions cutanées et des maux de tête. Le médecin en santé publique à la division de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, nous en dit plus. Il est joint par téléphone par Maria Mamani. C'est une maladie qui est due à un virus qui est apparenté à la variole. Les animaux qui hébergent généralement le virus, c'est les animaux sauvages et des animaux comme les rongeurs, les singes. Maintenant, l'être humain en contact avec ces animaux peut effectivement attraper cette maladie qui était déjà connue dans certains pays de l'Afrique, du centre et de l'Ouest, donc ce qu'ils vont considérer comme des pays endémiques. Mais il faut reconnaître que c'est des cas rares qui sévissent. C'est essentiellement dans des zones un peu isolées, donc de ces régions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Quelles sont les manifestations de la maladie? C'est essentiellement
au début d'un accès de fièvre, des maux de tête, des douleurs dorsales, des adénopathies. Et après cette phase, on peut avoir une éruption cutanée qui peut commencer par le visage et s'étendre au niveau des paumes et des plantes des pieds. Essentiellement, ce sont les sièges qui sont les plus connus et qui se manifestent d'abord par des taches, des surélévations de la peau et qui évoluent vers des vésicules. Et ces vésicules peuvent contenir des liquides qui peuvent devenir purulents et enfin devenir des croûtes. Elle peut causer des complications. Oui, mais assez rare, parce que la maladie elle-même peut se résorber, peut se guérir sans même traitement, mais il est important pour quelqu'un qui aurait ces signes. Mais il est important aussi que je vous dise qu'à l'heure actuelle, dans le continent africain, à part les pays qui étaient des pays déjà connus, aussi dans notre pays, au moment où je vous parle, il n'y a pas encore un seul cas détecté. Au mot de culture dans ce 13h et c'est pour parler de la 14e édition de la Biennale Dakar 2022. Les manufactures des arts décoratifs de Thiès jouent leur partition. Plusieurs activités du programme IN sont organisées dans la cité du Rail. Papa Mamadou Ndao. Les manufactures des arts décoratifs de Thiès accueillent le IN de la 14e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar 2022. Ce biennale qui se déroule tout au long du mois de juin est aussi une occasion pour les artistes thiessois de montrer leur savoir-faire. Alizou Wali Diouf est le directeur général des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Nous avons un workshop autour de la céramique et aussi nous avons en commun nos artistes qui travaillent ici dans une exposition d'œuvres d'art. Les artistes qui travaillent aux manufactures ont aussi le droit de participer au concours pour que leurs œuvres soient transformées en tapisserie. Donc principalement, par exemple, je donne l'exemple de Ablaye Chossan qui a été un artiste qui travaille aux manufactures et qui participait aux compétitions. De là est venu toutes ces œuvres qui ont été réalisées en tapisserie. Donc une dizaine d'œuvres d'Ablaye Chossan qui ont essaimé à travers le monde et qui ont été réalisées ici. Ce programme IN qui a permis aux visiteurs de participer aux expositions est aussi une occasion pour le directeur des manufactures des arts décoratifs de Thiès de faire un plaidoyer pour que les chantiers entrepris depuis 2004 soient achevés. La structure est date de la période coloniale. Alors, laisser les bâtiments comme ça, je pense que ce ne serait pas bien parce que nous avons un cadre agréable avec un paysage luxuriant. Il est important de maintenir ces bâtiments-là. Et dans ce programme-là, nous inscrivons dans la possibilité d'aller vers la réhabilitation des chantiers qui ont été entamés en 2004. Ici, nous avons une galerie d'art qui n'existe pas au Sénégal, très bien conçue, mais les bâtiments est laissé à l'état. Nous avons aussi des studios qui servent de résidence d'artistes. Donc, je pense que si nous parvenons à réaliser tout ça, les manufactures vont constituer une locomotive culturelle, un pôle de développement de l'industrie culturelle créative au Sénégal et au-delà en Afrique. Les manufactures comptent ainsi organiser plusieurs conférences sur l'art sénégalais et le prochain thème porte sur Pape Ibra Tall, le maître du trait. Pape Mamadou Ndao Thiès pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité hors de chez nous nous mène d'abord au Burkina Faso où le gouvernement a annoncé avoir retrouvé morts 4 des 8 mineurs portés disparus. Les corps retrouvés dans une galerie n'ont pas encore été identifiés. Ils étaient recherchés depuis le 16 avril dernier suite à une inondation dans une mine de zinc dans le centre-ouest du pays. Le continent africain célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'Afrique. À cette occasion, l'Union africaine tient 2 sommets à Malabo entre ce mercredi et samedi. Au centre des débats, les crises sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, est attendu aujourd'hui sur place dans la capitale équato-guinéenne. Enfin, les États-Unis, sous le choc d'une nouvelle fusillade, un jeune homme armé a fait 21 victimes dans une école élémentaire du Texas. La majorité d'entre elles, dont le nombre pourrait augmenter, avaient entre 7 et 10 ans. L'auteur du carnage s'appelle Salvador Ramos. Il venait d'avoir 18 ans et fréquentait un lycée de la ville. Radio Sénégal, les sports. Nous
Ndeytom Dioufo, bonjour. Bonjour Ndera. Nous parlons d'abord de la Coupe du Sénégal qui a livré ses premiers résultats. Oui, chez les dames, ce matin, les Aigles de la Médina ont éliminé Afa de Grand Yoff sur le score de 2-0. C'était Alassane Djigo, Aline Sitoé Diatta. Le Casa Sport s'est incliné devant les Dora Dombo au tir au but 4-2. C'était un but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Cet après-midi, on suivra la Mingay Kaolack FC contre QSPA. Ce sera à partir de 17h et puis la fin de ces quarts de finale demain, jeudi, au stade régional de Tambacounda, où à 16h, les Baobabs de Tamba feront face à Dakar Sacré-Cœur. Du côté des hommes également, on démarre cet après-midi. C'est quart de finale de Coupe du Sénégal avec 2 rencontres. À Municipal de Mbao, le Port en Ligue 2 fera face au leader de la Ligue 1, le Casa Sport. Coup d'envoi à 16h et puis à Mawadouad à la même heure, la Linguère fera face à Djambar. Demain jeudi, on connaîtra les 2 derniers demi-finalistes entre Lusitana et TSFC. Coup d'envoi à 16h, Ibrahim Boy et puis Ngalandou Diouf. Tenguet fera face à Agel de Rufisque dans le derby rufisquois. Agel, je le rappelle, est leader de la poule A après 15 journées en National 1. Et puis justement au niveau de la Nationale, le Carole de Vélingara n'a plus droit à l'erreur à 4 journées de la fin de la Nationale 2. L'équipe de Vélingara, actuelle 4e de la poule C, à 4 longueurs des Gazelles de Bignona, a l'obligation de gagner tous ses matchs pour accéder en National 1. Et pour atteindre ses objectifs, l'équipe compte sur le soutien de son public. Djiba Diaw. 4e de la poule C en National 2, à 4 longueurs du leader, le Kaural de Vélingara doit gagner ses 4 derniers matchs pour espérer monter en National 1. Les poulains de la Malik Seydi n'ont plus leur destin en main, selon le journaliste sportif Bokar Sall, qui se dit confiant. Les chances sont réelles au cas où Bignona ferait un faux pas, ou que les 2 autres fassent faux pas et que le Kaural gagne ses 4 matchs. Là, nous sommes assurés de la montée, ou en tout cas des éliminatoires de la montée, comme il y a 4 poules. Depuis les matchs retour, ils font un très bon parcours parce qu'ils n'ont perdu qu'un match, voire 2. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Toutefois, ce qui inquiète ces spécialistes des sports, c'est la faible affluence du public lors des matchs à domicile du Kaural. L'autre problème du Kaural reste la mobilisation sociale. Si vous allez au terrain, pratiquement, vous n'avez même pas 100 personnes dans les gradins. Donc ça veut dire qu'il reste. Et souvent, on te dira aussi qu'il manque des moyens. Maintenant, les moyens, c'est qui? C'est le moyen humain, c'est le moyen matériel. Donc ça, c'est un autre travail qui doit être fait. Bokar Sall d'interpeller également les collectivités locales pour un accompagnement sans faille du club Fagnon du département, une équipe qui depuis quelques années lutte pour accéder en division supérieure. Djiba Diaw, Vélingara pour Radio Sénégal. Nous parlons maintenant des Lions qui se préparent pour leur prochaine sortie pour la Coupe d'Afrique 2023. Oui, ce sera au mois de juin, le 4 juin pour le Sénégal. Ce sera la première sortie contre le Bénin dans ses éliminatoires de la CAN 2023. Et puis la deuxième sortie, ce sera 3 jours après, le 7 à Kigali, face au Rwanda. Et pour préparer ces 2 premières journées des éliminatoires, l'UCC fera face à la presse pour livrer donc la liste de ses joueurs retenus pour ces 2 premières sorties. Et cette conférence de presse, ce sera vendredi à partir de 10h au Goodraid. Et puis justement dans cette CAN, la CAN 2022, le trophée qui continue à faire le tour du Sénégal. Aujourd'hui, ce sera au tour de Kaolack. Ça va se faire au stade de Lamine Gueye. Coupe du monde 2022, l'Iran veut affronter le Sénégal en amical. Oui, et les discussions sont déjà en cours entre les 2 parties. C'est ce que du moins a confié l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran donc au Sénégal. Il s'appelle Mohamed Reza Desseri. Il a annoncé également l'octroi de visas gratuits pour des supporters sénégalais qui veulent visiter certaines villes touristiques iraniennes dans le cadre de la prochaine Coupe du monde Qatar 2022. Il explique tout cela au micro de Wouri Diallo. C'était en marge des assises de l'UNACOA au Pullman Teranga Hotel. Ceux qui veulent aller via l'Iran à Qatar, on peut les loger et leur donner le visa gratuit. Ils peuvent fréquenter couramment donc l'Iran et le Qatar. Et on a même réfléchi sur les moyens de transport. Il y a 2 îles iraniennes qui s'appellent Kish et Kesh, et ils peuvent s'installer là-bas et fréquenter Doha parce qu'ils sont très proches avec le visa gratuit. Un match amical que vous préparez contre l'équipe du Sénégal,
Expliquez-nous un peu. Nous avons entretenu des pourparlers avec le président Senghor, Fédération de football, sur la match amicale entre le Sénégal et l'Iran. Nous sommes convenus de 2 dates, l'un au mois de juin et l'autre au mois de septembre. Nous sommes en train d'organiser l'un de ces 2 dates. Nous espérons qu'on peut accueillir l'équipe du Sénégal en Iran. Ce match amical ne pourra se tenir qu'au mois de septembre puisque le match amical qui était prévu pour le mois de juin a été annulé pour permettre aux joueurs, les internationaux notamment, de pouvoir se reposer avant de retourner en club et en sélection pour cette Coupe du Monde. Et nous terminons cette page sport avec quelques brèves. Oui, avec déjà la finale de la Conference League ce soir. Ce sera à l'Arena nationale de Tirana. 19h, coup d'envoi entre la Roma et le Feyenoord. Cette première finale donc de l'UEFA va être abrité en Albanie et ce stade est d'une capacité, je le rappelle, de 21 690 places. Nous parlons basket avec la suite de la 11e journée de la N1 chez les dames. Cet après-midi à 15h30, le Guédiawaye fera face au CMT à Marius Ndiaye et puis à 17h15, le Giraffe fera face à Saint-Louis Basket Club. Ça c'est pour la poule B, également 2 rencontres, toujours à Marius Ndiaye à 19h. Le Duc, leader de cette poule, fera face à son dauphin, l'Assaut, et puis au terrain Amara Dabo à 16h30. Mbour Basket fera face à la Jeanne d'Arc. Nous terminons par le judo avec les championnats d'Afrique de la discipline, la 43e édition, qui démarre demain jeudi à Oran en Algérie pour prendre fin ce dimanche. 15 combattants vont y défendre les couleurs du Sénégal, 8 filles et 7 garçons. Le Sénégal, lors des derniers jours, je le rappelle, à Diamniadio l'année dernière avait remporté 5 médailles, 1 en argent par équipe et 4 en bronze en individuel. Donc l'objectif ce sera de rapporter de l'or. Dayton Tchouf, merci. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Notre invité est plutôt le professeur Elhadj Amadou Lamine Bathily. Il est chargé de la prise en charge des maladies de la thyroïde à l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff. Au Sénégal, les femmes souffrent le plus des pathologies de la thyroïde telles que le goitre, la maladie de Basdov, l'hyperthyroïde, entre autres. Le professeur Amadou Lamine Bathily nous en dit plus. Il est l'invité de Mambeti Diawara. La thyroïde, c'est une glande qui se trouve au niveau de la région cervicale. Et cette glande intervient dans la production de certaines hormones. Et il se trouve que dans certaines pathologies, cette glande se trouve dans un état d'hyperactivité. Donc, elle fonctionne plus que normalement. C'est ce qu'on appelle classiquement les hyperthyroïdies. Donc, dans ces hyperthyroïdies, la forme la plus rencontrée, c'est la maladie de Basdov. Donc, ensuite, il y a les autres formes, les nodules toxiques et les goitres hétérométrinodulaires dans les toxiques. Maintenant, il y a les pathologies thyroïdiennes également cancéreuses. Et dans ces cancers également, il y a les formes différenciées dans lesquelles aussi la médecine nucléaire a une place importante. C'est une pathologie qui a une fréquence relativement importante. Dans notre contexte, c'est une pathologie qui atteint plus les femmes, les jeunes femmes et qui progresse de plus en plus. Donc ça survient très souvent dans des contextes de psycho-affectifs marqués, peut-être des femmes qui ont des problèmes au niveau des ménages, des problèmes de travail, une perte d'un parent. Donc c'est des contextes favorisants qui entraînent la survenue de cette pathologie. Mais la fréquence également est quand même très marquée. Quels sont les symptômes? Pour les hyperthyroïdies, il y a classiquement ce qu'on appelle les signes de thyrotoxicose, quoi. Donc, ces signes de thyrotoxicose, c'est les palpitations, c'est-à-dire le rythme cardiaque accélère. Il y a la thermophobie, le patient ne supporte pas la chaleur. Il y a les diarrhées, il y a des tremblements, il y a des crampes musculaires, il y a l'insomnie. Ça, c'est des signes qui entrent dans le cadre de la thyrotoxicose. Maintenant, si c'est spécifiquement la maladie de Basdov, ça s'accompagne d'un goitre, c'est-à-dire le volume de la glande thyroïdienne augmente. Donc, il y a une sorte de tuméfaction au niveau de la région cervicale. Donc, ça, c'est spécifique à la maladie de Basdov, plus l'exophthalmie, les yeux qui augmentent un peu. C'est les caractéristiques aussi de la maladie de Basdov. Donc, il y a des signes qui sont observés dans les hyperthyroïdes de manière générale. C'est ce qu'on appelle les signes de thyrotoxicose, c'est ce que j'ai cité en premier. Et il y a des signes qui sont un peu spécifiques à la maladie de Basdov. Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie de Basdov? Le traitement est possible. Classiquement, on commence par un traitement médical.
donc, qui est assuré par les endocrinologues, les internistes. Ce traitement médical, c'est à base des antithyroïdiens de synthèse. Et on peut en guérir, mais si ça persiste avec des récidives au-delà de 24 mois, on préconise de faire un traitement ablatif. C'est-à-dire, parce que le risque, c'est quoi? Si ça persiste, ça peut entraîner des complications cardiaques, ce qu'on appelle une cardiothyréose. Donc, pour éviter ces complications cardiaques, si le traitement médical ne marche pas, après 2 ans de traitement, 24 mois classiquement, il faut faire un traitement ablatif. Donc, et le traitement ablatif, c'est soit la chirurgie, donc qui va enlever la glande, une thyroïdectomie qui peut être totale ou partielle, ou bien c'est l'irathérapie. L'irathérapie qui est assurée, que nous assurons, nous, au niveau du service de médecine nucléaire de l'hôpital général Idriss-Pouye. Donc, l'irathérapie, il s'agit juste d'un traitement qui consiste à administrer de l'iode radioactif et plus précisément l'iode 131. Donc, c'est des faibles doses qu'on administre, que c'est des doses qui vont aller de 15 à 20 millicuries, donc des doses faibles qui ne nécessitent pas une hospitalisation du malade. Donc, le malade, il prend sa dose, il rentre à la maison avec des mesures de radioprotection à observer pendant 15 jours. Et c'est un traitement qui marche très bien. Nous l'avons commencé au Sénégal en 2016 et depuis, nous avons traité plus d'une centaine de malades avec presque un succès thérapeutique allant de 85 à 90%. Quel conseil vous donnez aux populations? C'est une maladie qui a des complications cardiaques, une maladie qui nécessite une prise en charge précoce et adéquate. Peut-être sensibiliser la population sur l'intérêt d'avoir un environnement psycho-affectif favorable. Nous recevions Dr El Hadj Mamadou Lamine Bakili qui nous parlait des pathologies liées à la thyroïde. Radio Sénégal vous remercie. Ndeye Arambay. Merci à l'équipe technique de ce 13h, Céline Diop, Aïde Diop, Amadou Ndiaye et Maud Diop au centre de distribution et de modulation, à la réalisation et à la coordination Ibrahima Sadi. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'écouter Radio Sénégal.